Manille, capitale des Philippines, un archipel constitué de 7641 îles, mais je n'en visiterai que 3. Le Red Hotel, j'y resterai 3 nuits. Il se situe dans le quartier chinois. Mais c'est de l'autre côté de la Pasig River que l'on trouve l'essentiel des sites et monuments de la ville. Comme par exemple la poste centrale de Manille, une jolie et monumentale architecture avant son incendie. Le quartier Intramuros ou la ville fortifiée. C'est le plus vieux quartier de Manille. C'est au cours du XVIe siècle que commence la domination coloniale espagnole et la construction des murs d'enceinte de la ville. En son centre, la Plaza Roma, où l'on trouve le palais gouvernemental du pays, et la cathédrale de l'Immaculée Conception. Édifiée en 1571, sa version actuelle est la 7e, ayant subi tout au long de sa longue vie de petits désagréments comme des tremblements de terre, des typhons et autres bombardements. On remarquera surtout sa coupole immense et ses vitraux qui racontent toute l'époque de la christianisation. Largement sollicité, j'opte pour un petit tour de vélo-pouce dans le quartier. Et comme Manille est une ville fortifiée, je me fais déposer au pied des fortifications. Du moins, ce qu'il en reste. Faisant partie des fortifications, Fort Santiago est l'un des premiers bâtiments construits en 1577 par les Espagnols quand ils décident de faire de Manille leur capitale. C'est aujourd'hui l'une des attractions touristiques les plus populaires de la ville. À l'origine utilisé comme château défensif, il servira ensuite de prison pour enfermer de nombreux patriotes philippins combattant la colonisation espagnole. Basé dans le quartier chinois, je me devais de rendre visite au petit temple chinois, mon voisin.
un peu excentré du Manille intramuros, d'où ma petite balade en tuk-tuk, le parc au parc. Très apprécié des Manillais, ce parc à la verdure luxuriante est un endroit de loisirs tant pour les habitants de la ville que pour les touristes, d'autant qu'il revêt une grande importance historique, car en réalité il s'agissait d'un cimetière construit par les dominicains durant la période coloniale espagnole. En effet, en 1807, face aux épidémies de choléra, on ordonna la construction de ce cimetière dans lequel il fallait payer 20 pesos pour y enterrer ses défunts. De forme circulaire, cerné de 2 murs de pierre, c'est grâce à une promenade à son sommet que l'on peut faire le tour. C'est dans ce cimetière que fut enterré José Rizal, le plus grand héros national des Philippines, un médecin, poète et romancier, qui jouera un rôle essentiel dans la lutte pour l'émancipation de son peuple contre la colonisation espagnole. Arrêté et emprisonné au fort de Santiago, il sera fusillé le 30 décembre 1896 à l'âge de 35 ans. C'est d'ailleurs en son honneur que fut conçu ce parc de 58 hectares qui porte son nom. C'est la place la plus grande de la ville où sont célébrés les événements majeurs du pays. La statue de José Rizal, posée sur un piédestal, est gardée jour et nuit par 2 militaires en armes. Bordant ce joli parc, on trouve aussi divers monuments, des jardins ornementaux, un lac de belles dimensions et même des jeux pour enfants, ce qui fait de cet endroit un lieu privilégié pour les habitants de Manille. Ma dernière journée à Manille se terminera dans l'un des nombreux grands magasins que compte la ville, tout illuminé en cette période de Noël. Emblème suprême de l'île de Cébou, la croix de Magellan, ce navigateur espagnol qui découvrit les Philippines en 1521. C'est depuis cet endroit que commença la conquête du pays par les Espagnols. C'est aussi à Cébou que Magellan trouva la mort la même année, voulant s'interposer dans un conflit entre 2 ethnies locales. Au cœur de la ville, le monument du patrimoine, un monolithe fait de laiton, bronze et acier, qui représente l'histoire du pays sous une forme géante. Un très joli petit musée, la Casa Gorordo. Construite dans les années 1850, c'est un bel exemple d'une maison de l'époque coloniale. Son architecture combine des influences indigènes, espagnoles et chinoises. À l'intérieur, une très belle mise en scène sur 2 étages d'une maison bourgeoise qui appartenait à une puissante famille de Cébou. Si les murs de la partie inférieure de la maison sont en pierre de corail, l'étage d'habitation est en bois dur philippin, uniquement assemblé avec des chevilles de bois. Les meubles, les objets, les tableaux qui nous sont présentés ont été choisis avec soin pour nous faire ressentir l'évolution de la vie des 4 générations qui se sont succédées dans cette magnifique demeure.
Au cœur de la ville, la cathédrale de l'Immaculée Conception, qui en ce dimanche matin me semble bien vide pour un pays si religieux que les Philippines. Yap, San Diego Ancestral House, peut-être la plus vieille maison de la ville, puisque construite en 1680. Un peu désordonné et poussiéreux, diront certains, c'est encore un joli petit musée qui fleure bon les temps anciens, voire très anciens. Sa construction impressionnante de style chinois se développe sur 2 étages, nous proposant des expositions d'art avec de nombreux meubles et objets, des statues étonnantes et diverses peintures, le tout retraçant un passé plus ou moins lointain. Une petite cour intérieure avec son joli jardin sert de salle de concert à un petit groupe de musiciens locaux. Un marché dominical où l'essentiel des ventes se fait autour de l'éventail. La raison en est toute simple. Nous sommes dans la rue qui mène à la basilique de l'Enfant Jésus, qui, trop petite pour accueillir les fidèles, a dû construire à ses côtés une sorte de stadium avec gradins et loges pour assister aux messes successives qui se déroulent tout au long de la journée. Exposé en plein soleil, comme dans une arène espagnole, l'éventail est donc un ustensile indispensable, CQFD. Quant à la basilique proprement dite, elle trouve aussi son public qui parfois doit faire d'une longue queue, régie par un service d'ordre pointilleux, pour pouvoir accéder au cœur de l'église et se recueillir pieusement. La place de l'Indépendance. Elle mérite 2 fois son nom, puisque c'est en 1898 que les Philippines se dégagent du joug des Espagnols, mais le pays est recolonisé par les États-Unis jusqu'en 1946. Voisin de cette place de l'Indépendance, le fort San Pedro. C'est une fortification érigée par les conquistadors espagnols en 1565. D'une circonférence de 380 mètres, ces murs atteignent une hauteur de 6 mètres pour une épaisseur de 4,40 mètres. Le fort restera sous contrôle espagnol jusqu'à la concession des Philippines aux États-Unis par le traité de Paris en 1898.
La découverte de la ville se poursuit en remontant des rues moins glamour, moins touristiques, mais de mon point de vue, plus représentatives du pays. Pour ma dernière soirée à Cebu, je participerai à un BBQ géant pour mon plus grand plaisir. Il m'aura fallu prendre le ferry pour ma nouvelle destination, la petite île de Bohol, où l'on vient surtout, mais pas que, pour admirer le plus petit primate du monde, le tarsier. Pas plus gros qu'une grosse pomme, il n'est pas forcément facile de les repérer au milieu de la végétation. Ce sont bien évidemment ses yeux démesurés par rapport à sa taille qui étonnent surtout les visiteurs. Je reprends ma petite Toyota, car oui, j'ai loué, et non sans mal, une voiture pour la journée afin de circuler plus facilement dans l'île. C'est au milieu d'une végétation luxuriante où le cocotier est roi que la route m'emmène vers l'attraction phare de l'île, j'ai nommé Chocolate Hill. Sur le chemin, un petit stop dans le village de Lobok, où la vie semble se dérouler paisiblement. Dans ce petit village, on peut même y visiter une sorte de petit monastère, sans prétention mais bien sympathique. Billard Forest, une forêt artificielle plantée il y a plus de 100 ans, essentiellement d'acajou. C'est un endroit très fréquenté par les habitants de la région, venant chercher ici de la fraîcheur, n'hésitant pas à couper la circulation afin de pouvoir fixer, avec des millions de pixels, ces instants de fraîcheur.
Après cette pause rafraîchissante, je reprends la route en direction de Batuan, un village au pied des Chocolate Hills, au milieu de la forêt profonde. J'ai hâte d'y arriver. Le Lloyd Jean Garden Hotel. Cécilia, mon hôtesse pour la nuit, est déjà en pleine récolte dans son jardin pour le repas de ce soir, en l'occurrence pour le dessert avec un fruit du dragon. Pour cette nuit, j'ai choisi l'exotisme avec ses habitations en feuilles de pandanus tressées. Mais habitation est peut-être un bien grand mot, disons un abri de 4 murs et un toit, avec posé à même le sol un matelas et comble du luxe, une jolie moustiquaire verte. De beaux rêves en perspective. Et en attendant l'heure du repas, partons à la découverte de la campagne environnante. C'est maintenant l'heure d'un bon repos. J'ai branché la clim, alors à demain au Chant du Coq. C'est le top du top quand on vient dans l'île de Bohol. Chocolate Hills, une formation géologique peu commune composée de 1268 collines en forme de cône de taille quasiment similaire. Elles sont réparties sur plus de 50 km². Leur végétation devient brune vers la fin de la saison sèche, d'où leur nom Chocolate Hills. D'origine sédimentaire, elles sont composées de sable et de calcaire et datent d'environ 2 millions d'années. C'est l'érosion des eaux pluviales de surface et souterraines qui a donné ces formes de cônes et de ballons pouvant atteindre 50 mètres de hauteur. Ce fut une bien belle matinée.
Mon séjour aux Philippines s'achève ici, dans cette sympathique île de Bohol. Demain, décollage pour la Malaisie, en commençant par Kuala Lumpur, sa capitale.